Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le lendemain de la fête, jeudi 31 janvier 2019. Alors hier soir, la Réserve fédérale qui fut très prudente, même, alors je dirais pas accommodante, mais beaucoup plus flexible que ce qu'on avait connu en septembre ou en décembre, notamment la Fed qui indique que eh bien elle peut se permettre d'une pause dans les hausses d'intérêt et même que voilà en raison des risques des conditions économiques et financières financières pardon, eh bien la Fed ne prévoyait pas de hausse des taux à court terme, donc voilà, pour le moment c'est statu quo de la Fed au niveau on ne sait même pas s'il y aura une hausse des taux cette année dorénavant, alors que je rappelle, en septembre, le marché tablait sur 3 hausses des taux en 2019. Donc voilà, nette révision à la baisse finalement des attentes de la Fed, de la part des investisseurs et même de la part de la Fed en elle-même. Euh, on a notamment des commentaires sur la normalisation du bilan qui ont été faites. La normalisation du bilan qui était en autopilote encore en décembre, et bien est dorénavant flexible, c'est-à-dire qu'on pourrait voir voilà ce bilan qui se réduit de 50 milliards de dollars par mois, et bien se réduire moins vite ou alors même moins longtemps. Donc, on a toutes ces mesures sont synonymes de liquidité qui devrait réduire à un rythme beaucoup plus lent que ce que qu'espérait le marché, et puisque c'est donc positif pour les marchés actions, eh bien, on a eu un rebond. On a également eu des résultats solides, donc de la part d'Apple la veille, comme je vous l'ai dit, mais également de Facebook et des prévisions bonnes de Boeing. Alors, sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Voilà, bonjour à tous. Alors bonjour Pascal, bonjour Raymond, Gérard que je sais également, j'espère que vous allez bien. Denis de même, Moa, François, Brice, bonjour à vous. Très content de vous retrouver ce matin. Alors au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, on a eu donc une Fed qui est ressortie prudente, ce qui est positif pour les investisseurs. On le voit, on a eu un net rebond des marchés actions, les techs qui ont surperformé, voilà 2,64%, le S&P qui prend plus 1,55, DXY qui baisse, forcément un ton plus prudent de la Fed, c'est un dollar qui est en baisse, notamment les rendements américains. Donc DXY il perd 0,51%, le VIX il perd 7,68%. Bref, marché action, l'appétit pour le risque qui domine ce matin, puisque ça s'est transmis en Asie. On voit le Nikkei qui a pris 1,06, le MSCI Asie ex Japan plus 0,85 malgré bien une nouvelle contraction du PMI manufacturier en Chine et un ralentissement, un deuxième mois consécutif de ralentissement de la production industrielle japonaise. Voilà, malgré ces deux chiffres vraiment décevants, euh, eh bien on voit l'appétit au risque suite à la Fed qui domine. Donc les bourses européennes devraient ouvrir dans le vert. Le gold est en hausse. Forcément, on a une baisse du dollar. Comme quoi, le gold, c'est vraiment l'actif qui, en ce moment, il évolue dans un environnement qui lui est parfait, c'est-à-dire baisse du dollar et volatilité sur les marchés. Voilà. Volatilité sur les marchés, les investisseurs se couvrent sur des actifs refuges, tels que les obligations, tels que l'or. Euh, et dans le même temps, on a une baisse du dollar, ce qui fait grimper le cours de l'or. Voilà, donc c'est parfait cet environnement pour l'or. Tant qu'on a un VIX qui est au-dessus de 16 et qu'on a une baisse du dollar, le gold devrait surperformer. Voilà. Au niveau du calendrier économique, alors pas mal de statistiques ce matin. On a eu les ventes au détail allemandes qui sont sorties en nette baisse, moins 2,1% sur un rythme annuel en décembre, contre 1,1% la précédente publication. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est à 11 heures le taux de chômage de la zone euro ainsi que le PIB. Alors, le taux de chômage est attendu stable à 7,9%. Par contre, le PIB sur un rythme annuel est attendu à 1,2%. 1,2%.
Ensuite, on a le PIB, pardon, canadien, 14h30, et les nouvelles inscriptions aux allocations chômage attendues. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, Forex, on voit qu'on a de l'appétit au risque, les devises commodities, en tout cas la UD, le NZD qui surperforment, le yen également, bizarrement. On a le dollar par contre qui, vous voyez, après la Fed, eh bien, est en pied de classement, si je puis dire. Donc voilà, hausse des devises face au dollar. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le briefing complet de l'actualité sur le site DailyFX. Voilà, que je publie également sur les réseaux sociaux. Et donc on va commencer tout de suite avec le S&P 500. Puissant rebond du S&P hier. On est a priori sorti par le haut du range, donc qui dit sorti par le haut du range dit signal haussier. Donc voilà, S&P 500, signal haussier. Maintenant, on a une oblique baissière. On a une divergence baissière, donc prudence. Prudence, je pense qu'il faut attendre davantage de confirmation avant de passer à l'achat sur le S&P et viser les 2121. Si par exemple on clôture au-dessus de cette oblique baissière, dans ce cas-là, on pourrait à la rigueur passer à l'achat sur S&P 500. Voilà. Maintenant, il y en a déjà peut-être qui passent à l'achat ce matin. Pourquoi pas? Voilà. Après, chacun a ses préférences. Mais vu qu'on est sous une résistance, quand même une oblique qui a fait office de résistance, voilà, quand même qui a 2 points de résistance, il me semble. Voilà, 2 points de résistance. Donc, on va voir si elle est valide puisqu'une oblique c'est 3 points. Donc elle n'est pas encore valide cette oblique. Mais donc on a cette oblique et on a surtout, vous voyez, un aplatissement du momentum. Donc à surveiller de très près, pour l'achat du S&P 500. Mais d'un point de vue fondamental, à court terme, on a tout pour avoir une hausse. On a des bons résultats des entreprises. On a d'ailleurs les résultats de Amazon qui sont publiés ce soir, il me semble. Alors on va vérifier ça sur le calendrier des publications. Excusez-moi, hop. Calendrier des publications que j'avais tweeté donc vendredi la semaine dernière. Voilà, nous sommes jeudi. Jeudi, il y a donc, vous voyez, les mastodontes, ils sont en gras. Donc en gras, c'est les entreprises qui valent plus de 100 milliards de dollars ou 100 milliards d'euros, ça dépend. Voici les entreprises européennes qui sont en rouge et les entreprises américaines qui sont en noir. Donc Amazon, Royal Dutch, Mastercard, Unilever, Dow, Dupont, pardon. Voilà, 5 publications importantes à suivre aujourd'hui, donc surtout Amazon, comme vous en doutez bien. Et demain, bon, ce sera des pétrolières, ce sera pas de tech. Donc voilà, résultat d'Amazon attendu aujourd'hui, ça va être vraiment important pour le S&P 500 et pour les techs. Au niveau du Nasdaq, on a un breakout haussier, comme vous pouvez le constater. On a un breakout de cette oblique. Donc voilà, on verra si on a une poursuite du rebond. En tout cas, on a un signal qui est bullish. Donc voilà, tout mène à croire qu'on va venir chercher les 7000 points à court terme. Encore une fois, le fait qu'on a une Fed qui devient dovish, enfin pas dovish, mais moins hawkish que ce qu'on prévoyait il y a encore un mois, enfin ce que les marchés prévoyaient il y a encore un mois, eh bien c'est positif pour les marchés actions. Et de deux, on a les bons résultats des entreprises qui continuent. Voilà, on a seulement 37% des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, donc un peu plus d'un tiers. Donc on a encore des publications à venir. Hein. Voilà. Voilà, donc Nasdaq, c'est haussier jusqu'à 7000. On a le signal bullish. Et donc le S&P, on va attendre davantage de confirmation. Mais si on sort par le haut de cette oblique, ça sera un signal haussier jusqu'à 2821 points. Alors bonjour Philippe. Alors Philippe qui me dit bonjour. Vous êtes conscient que comme la plupart des analystes, la plupart de vos prévisions sur ce mois ont été complètement fausses. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors la plupart, alors ça dépend. Si vous tenez un carnet de statistiques, je serais ravi de les lire. Alors ça fait partie de toute façon des marchés financiers. Hein. On a des bonnes prévisions, des mauvaises prévisions. C'est comme cela. Je pense que tout le monde a
comment dire, à ces statistiques-là. Maintenant, faut savoir, hein, Philippe, que les traders gagnants et les traders institutionnels n'ont pas 90% de trades gagnants, hein. Ça n'existe pas. Souvent, ces genres de statistiques, 90% de trades gagnants, 80% de trades gagnants, c'est vous faites de l'accumulation de positions perdantes, donc vous les clôturez pas. La plupart des traders professionnels, il faut savoir qu'ils ont un pourcentage de trades gagnants qui est inférieur à 50%. Ce qui fait la différence, c'est le ratio risque-rendement. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps là-dessus. J'insiste tout le temps là-dessus parce que c'est le plus important. C'est pas le nombre de trades gagnants. Vous pouvez avoir 90% de trades gagnants et pourtant en avoir une qui va complètement anéantir votre compte de trading. Et ça existe souvent. Voilà. Donc attention au pourcentage de trades gagnants, mon cher Philippe, puisque voilà, c'est pas la bonne manière. Et, euh, et donc au niveau des prévisions, donc ça dépend quelle prévision vous voulez parler. Voilà, ça dépend quelle prévision vous voulez parler. Alors on a eu, je pense que vous voulez parler du baisse du S&P 500 suite à la sortie du BISO. Voilà, donc on a eu une sortie du BISO. Là, on a un nouveau sommet, donc forcément, voilà, arrêt de la stratégie baissière. On va attendre davantage de signaux baissiers pour éventuellement passer à la vente. Voilà, donc là, on a eu un breakout haussier. C'est un signal qui est bullish. Donc, je vais pas continuer à rester avec une opinion bearish sur le S&P, sur le pétrole ou sur l'AUD yen. Voilà, donc toutes ces trois actifs que je vous ai cités, étant donné qu'on a de l'appétit au risque, c'est les actifs qui sont les plus volatiles lorsqu'on a de l'appétit au risque, qui sont les plus privilégiés. Donc tout ce qui va être devises commodities, tout ce qui va être cours de pétrole, tout ce qui va être marche action vont être haussiers dans comment dire dans ces types d'environnements. Et voilà. Donc S&P 500 breakout qui est haussier. Au niveau du CAC 40, voilà, les 5000 points ont été rejoints. Voilà, 5000 points rejoints. Bon résultat des entreprises. Une Fed qui est plus prudente qu'auparavant. Donc voilà, là on voit qu'on est dans un canal haussier. Techniquement, aussi longtemps qu'on est dans ce canal, faudra rester, je pense, long. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut passer à l'achat maintenant? Je pense que bon, c'est un peu trop tard pour le coup, comme je l'ai dit hier. Donc patience pour ceux qui ne sont pas rentrés à l'achat. Il y a toujours des opportunités. Il y en aura toujours sur les marchés. Là, on teste un niveau de résistance important, hein. C'est 5000 points. C'est également l'oblique baissière qui est chez le plus haut de 2000 et 2007. Donc voilà, prudence quand même vers ce niveau de prix. On n'est pas à l'abri d'une petite correction, d'un retour à 4900 avant potentiellement une nouvelle impulsion haussière. Donc voilà, là on est sous résistance. Attention à pas rentrer à l'achat sous une résistance. Attendons plutôt soit un pullback ou soit un nouveau breakout pour passer long. Alors bonjour à vous Edgy. Raymond, je ne suis pas d'accord avec Philippe car ce n'est pas parce que vous donnez votre idée sur un produit que c'est le moment de l'acheter ou de le vendre. Exactement Raymond. Tout à fait. Edgy 21 hier, j'ai vendu l'USD Yen, mais je n'arrive pas à tenir ma position. Alors on va voir ça juste après au niveau du Forex. Je termine les indices. Voilà. Donc au niveau du Forex, c'est haussier. Au niveau des indices, c'est haussier. Au niveau des voilà du CAC 40, du DAX, on a de la péturie. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Tant qu'on est sur les indices européens, dans ces canaux haussiers, la tendance techniquement, elle est haussière. Donc, il n'y a pas de stratégie de vente à mettre en place pour le moment, à part si, voilà, l'analyse que j'ai faite il y a 2 semaines est toujours valide. C'est-à-dire que si on a le VIX qui, demain, rebondit sur 16, voilà, on s'approche de 16, plus on s'approche de 16, plus il y a de risques baissiers. Ça ne veut pas dire qu'il faut immédiatement shorter le S&P 500 à 17,4. Mais plus on s'approche de 16, plus on a vu que depuis octobre, lorsque le VIX atteignait 16, on avait le lendemain une correction sur la S&P. Donc, je ne sais pas si demain ça va être encore le cas, mais encore une fois, d'un point de vue statistique, ce fut le cas. Donc, je préfère moi suivre les statistiques plutôt que suivre voilà, des sentiments. Et donc voilà. Donc là, le VIX, on n'a pas de signaux qui sont bullish. Donc voilà, c'est bon pour les marchés actions. Par contre, si demain il atteint 16, honnêtement, je pense que ce sera le moment de prendre des sérieux bénéfices sur les indices. Voilà. Parce qu'on est quand même dans un type d'environnement assez incertain. Alors certes, au niveau de la Fed, ça y est, ça posait des incertitudes depuis la mi-décembre. Dorénavant, voilà, le marché est plutôt content
puisque on devrait avoir une Fed qui devrait relever moins ses taux cette année et qui pourrait réduire la normalisation de son bilan. Donc ça, c'est bon pour les marchés actions. Maintenant, au niveau de la guerre commerciale et au niveau du Brexit, c'est les deux points noirs. Si on a un Brexit dur, si on a un hard Brexit, ça peut être un catalyseur qui pourrait vraiment impacter grandement les marchés actions. S'il y a un crack, de toute façon, ça se fera via un catalyseur, soit une récession américaine, soit soit une intensification de la guerre commerciale États-Unis-Chine, ou soit un hard Brexit, ou un catalyseur qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Voilà, donc VIX, il n'y a pas de raison qu'on passe sous 16 pour le moment. Donc s'il atteint 16, ce sera un signal d'alerte pour les marchés actions. Voilà, donc en attendant, c'est haussier au niveau des marchés. Alors le DAX, pardon, j'ai pas donné de niveau technique. Le DAX, concrètement, la prochaine résistance majeure, c'est 11 500 points. Voilà, 11 500 points, c'est un seuil psychologique. Ouais, c'était le top au niveau du 30 novembre, début décembre. Donc voilà, je pense qu'il y a des chances qu'on vienne chercher ce niveau de prix sur le DAX, à condition bien évidemment que les autres marchés continuent de rebondir. Mais en cette période de résultats des entreprises, il y a pour un moment encore des résultats qui seront, enfin beaucoup d'entreprises qui ont payé leurs résultats, donc il y a encore on va dire un moteur hein, qui tourne au niveau de l'appétit au risque. Alors Philippe qui me dit alors, ok oui, mais même avec le ratio risque-rendement, la plupart des analyses visent un ratio. Ce qui est énorme, c'est que lorsqu'on est dans le commentaire, on a théoriquement une chance sur deux d'avoir un de ces deux scénarios qui se réalise. Or, le marché arrive souvent à trouver un troisième scénario qui effectivement provoque la lose chez les traders. Alors le plus important de toute façon, Philippe, c'est les ratios risque-rendement. C'est le plus important. Vous pouvez avoir 90% de trades gagnants et être perdant. Vous pouvez avoir 30% de trades gagnants et être gagnant. D'accord. Donc vraiment, oui, avoir un nombre de trades positifs supérieur à 50%, c'est bien parce que psychologiquement, voilà, on va moins encaisser de pertes, donc c'est bien pour la psychologie, mais ça ne veut absolument rien dire sur l'état de votre compte de trading. Mais absolument rien. Vraiment, j'en ai vu des comptes de trading et j'en ai vu des comptes de trading qui ont plus de 80% de trades gagnants et qui pourtant perdent de l'argent. Ça ne veut absolument rien dire. Donc Philippe, une expérience que vous pourriez faire si par exemple vous avez ProAlta, je ne sais pas si vous tradez via la plateforme PRT de IG, mais vous pourriez backtester une stratégie vraiment aléatoire, toute bête, avec simplement un ratio risque rendement positif et vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats. Je fais une petite démonstration devant vous. Voilà. On va faire vraiment quelque chose de tout bête. Hein. On va faire quelque chose de tout bête. On va faire si par exemple le RSI, d'accord, il sort par le bas de 70, donc il sort de sa période de surachat. D'accord. Et alors pardon, ça c'était mince. L'achat, donc il sort par le haut de sa période de survente. Et on va mettre une stratégie vente si on sort par le bas de la zone d'excès d'achat. D'accord. Si on sort de la période de surachat, on vend. D'accord. Simple stratégie toute bête. Hein. C'est vraiment tout bête. Et on va mettre, voilà, un stop, un objectif en pourcentage. Bah, je vais faire quelque chose de totalement aléatoire. Hein. Totalement aléatoire. Voilà, donc on est d'accord, ça fait un ratio de rendement de 3. Et on va voir ce que ça donne. Alors je vais le faire pardon, sur du journalier. Donc du journalier. Bon, alors là, en l'occurrence, c'était pas bon, donc c'était un mauvais exemple. Vous voyez? Alors, ce qu'on va faire, c'est alors croiser à la baisse, donc 30, croiser à la hausse 70, voilà.
On va mettre un ratio de rendement peut-être un petit peu moins. Non, toujours pas. Bon, écoutez, mauvais exemple. Oui, la plateforme ProAltam est très ergonomique, edgy, donc il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Je vous ferai une démonstration, Philippe, lors du prochain webinaire éducatif, assez bête et méchante. Là, je vais pas passer 20 minutes à vous faire une stratégie simple, mais juste pour vous faire voir que le simple ratio risque-rendement positif vous permettra d'avoir, enfin, euh, d'être la plupart du temps gagnant. Voilà, donc là, c'était un mauvais exemple avec le RSI. J'aurais dû peut-être prendre un exemple différent. Voilà, bon, je vais pas m'attarder dessus puisque c'est quand même un webinaire d'analyse. Bref, donc au niveau des indices, aujourd'hui, ce matin, il y a de quoi que ça soit haussier. On a des chiffres de la zone euro en fin de matinée à 11h. PIB, donc le PIB sera le prochain catalyseur à court terme. Si on a un PIB supérieur aux attentes, comme vous le savez, bien, ça sera positif pour les marchés actions et à l'inverse sera négatif. Au niveau du FX, donc l'euro-dollar, retour à 1,15. Vous voyez par exemple, Philippe, au niveau de la prévision euro-dollar, donc là c'était un bear trap, mais depuis qu'on a eu le signal haussier sur les bancs de Keltner, voilà, c'était clair, hein, la stratégie, clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner, c'était position longue et direction 1,15. Donc vous voyez, il faut pas voir, on peut voir des deux côtés hein, au niveau des prévisions. Donc 1,15, prochain objectif, c'est potentiellement le plus haut du 10 janvier, le plus haut du mois de janvier, c'est-à-dire vers 1,1560. 1,1560, c'est la prochaine résistance sur l'euro-dollar. Euh, voilà, donc PIB, encore une fois, la zone euro sera un catalyseur majeur pour l'eurodoll. Je saute le GBP USD, même si voilà, il est revenu à 1,3150. Il faut savoir que tous les paires majeures ont rebondi hier grâce à la baisse du dollar provoquée par les commentaires prudents de la Fed et de Jérôme Powell. Donc GBP USD, léger rebond. L'USD Yen, alors au niveau de l'USD Yen, importante résistance à 110. Le dollar, moi, vous connaissez ma perspective, elle est plutôt baissière hein, et depuis maintenant un certain temps. Le yen n'est pas vraiment privilégié à court terme puisqu'on voit qu'on a de l'appétit au risque. Donc voilà, le yen n'est pas acheté, mais il n'est pas non plus vendu. Regardez le yen, vous voyez, depuis le début du mois. Bon, alors à part, vous voyez, les 3 premiers jours, mais sinon, on va dire que le yen n'est pas dans une tendance baissière. À l'inverse, par exemple, alors je sais pas. Donc déjà, vous voyez le dollar, là, il baisse fortement. Si on regarde le franc, il est dans une tendance baissière. Si on regarde, je sais pas moi, le NZD, donc qui rebondit, le CAD, consolidation, bah, finalement, vous voyez que le yen se débrouille plutôt bien malgré l'appétit au risque qu'on a sur les marchés. Malgré l'appétit au risque, on a un yen qui n'est pas en forte baisse. Donc c'est ça qui fait baisser l'USD yen. Et moi, ma prévision pour l'USD yen, je pense qu'on a des chances de revenir à 107 dans un premier temps et honnêtement à long terme 105 me semble clairement possible. Voilà. En journalier, vente USD yen jusqu'à 107,50 puis potentiellement encore plus bas. Au niveau de l'USD CAD, alors l'USD CAD est en baisse en raison de la baisse du dollar USD et de la hausse du pétrole, la hausse du pétrole qui soutient le dollar canadien. Retour à la mobile à 200 jours et là, prochain objectif, c'est retour à cette oblique haussière qui a cherché le creux de février et d'octobre 2018. Donc c'est aux alentours des 1,3050. Si on sort par le bas de cette oblique, c'est direction 1,30 puis 1,28. Voilà. Au niveau du cours pétrole, je fais une petite parenthèse, mais c'est en consolidation. Voilà, on le voit très bien sur du journalier, on le voit encore plus sur du 4 heures. Voilà, ça consolide concrètement, ça consolide. Vous voyez, ça fluctue, donc pas vraiment de direction à court terme. Borne basse à 60 dollars. Vous voyez, 60 dollars, il y a des acheteurs et vendeurs qui se présentent à 63, 62,50. Donc on a un petit range et la sortie de ce range nous donnera une nouvelle direction pour du moyen terme. Au niveau de l'AUD-Yen, bien écoutez, c'est boule, ça confirme du coup le breakout haussier du S&P 500. Voilà, l'AUD-Yen, c'est haussier, direction à court terme 80, puis 82. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de baisse. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de baisse lors des prochaines semaines. Pour le moment, on a de l'appétit au risque, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Bon, si on a un accord, ça sera extrêmement positif pour l'AUD-Yen.
Si on n'en a pas, si on a voilà des commentaires pessimistes de la part des officieux américains ou chinois, bien écoutez, moi je pense que ça pourrait être un facteur d'aversion au risque. Et donc du coup, les indices rebaisseraient, la UDN rebaisserait et le pétrole rebaisserait. Voilà, donc clairement là on est dans un moment de timing assez délicat. Euh, Lorsqu'on a un VIX, qui est bien avec le VIX, c'est que lorsqu'il est très élevé, c'est facile après, enfin c'est facile. Disons que c'est risqué, mais on va dire qu'il y a peu de chances que le VIX continue à s'envoler. Vous voyez, le VIX s'envole pendant quelques séances et ensuite on a une baisse. Donc dès qu'on a cet envol du VIX, on sait que ça ne dure pas très longtemps. Et donc ensuite, une fois qu'on a atteint un certain seuil, on sait qu'on va avoir un rachat de position et donc voilà, une hausse des marchés actions, une hausse des devises commodities et une hausse des cours de pétrole. Donc ça, c'est après le pic. Mais quand on a un VIX qui est proche d'un support, là, c'est compliqué parce que ça veut dire que voilà, on a un ton, enfin on a comment dire un marché qui est plutôt dans la confiance. Lorsqu'il est en dessous de 20, on estime que le marché est dans un état de, on va dire, de confiance, voilà, de sérénité. Et lorsqu'il est au-dessus de 20, on estime qu'il est dans une phase de crainte, de panique. Donc là, on est en dessous de 20, mais on est légèrement au-dessus d'un support. Donc on est dans une phase assez délicate. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que on continue à tabler sur une consolidation du VIX ou sur un rebond? Vous voyez, c'est ça un petit peu le dilemme qu'on se pose, et c'est ça, enfin que je me pose en tout cas, et c'est ça qui va affecter la UDIN, le pétrole, le S&P, voilà, tous les marchés. Voilà. Le S&P, le VIX, c'est un bon baromètre, pas seulement pour les marchés actions, mais pour l'appétit au risque d'une manière générale. Et une fois qu'on connaît les actifs qui sont corrélés au risque et qui sont voilà baissiers lorsqu'on a de l'aversion, eh bien le VIX est un excellent outil pour justement nous aider à analyser. Donc la UDN pour le moment c'est haussier, aussi longtemps que le VIX se stabilisera, aussi longtemps que le S&P sera haussier. Alors je regarde vos questions. Le DXY. Alors le DXY, voilà, retour proche des plus bas de janvier, 94,50. Voilà, donc c'est signal baissier. Tendance baissière, on va revenir en bas de cette oblique. Cette oblique sera extrêmement importante, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs points de contact. Donc voilà, DXY, encore une petite perspective baissière. Lorsqu'on testera cette oblique, ça sera le moment de prendre quelques bénéfices sur les achats euro-doll ou sur la vente USD yen. Voilà. USD yen, encore une fois, ça se vend. L'euro-dollar, ça s'achète. L'USDK, je n'irai pas le vendre. Pourquoi? Parce que les cours de pétrole, voilà, ils consolident. Et là, vous voyez, on arrive proche des plus hauts de janvier. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de breakout, on est sous résistance des cours de pétrole. Donc c'est-à-dire que le CAD l'est également. Donc j'irai pas acheter le cours de pétrole. Mais oui, donc pardon, pas de tendance haussière sur le cours de pétrole, par moment on est en range, donc pas de tendance haussière sur le CAD. Donc le SD CAD, j'irai pas à le shorter jusqu'à 1,28. Alors Brice qui me dit stratégie haussière or 1200 toujours valable. Alors oui, hein, Brice. L'or, pardon, l'or, je suis pas revenu, mais voilà, l'or, comme j'ai dit au début du webinaire, l'or évolue dans un environnement qui lui convient le mieux. C'est-à-dire qu'on a un dollar qui est bearish, surtout depuis hier soir, avec la Fed, et on a une volatilité sur le marché à action. Donc, ces deux facteurs-là incitent les investisseurs à acheter de l'or. Voilà, donc l'or, c'est bull. Et moi, comme j'ai dit au début de la semaine, personnellement, la prochaine résistance que je constate, une résistance majeure, hein, on peut en trouver toujours des résistances, mais une résistance majeure, un sommet, c'est le sommet de juillet 2014 qui est à 1345. C'est voilà la résistance majeure que je constate à court terme. Ça ne veut pas dire qu'on va aller rejoindre ce niveau de prix demain, mais pardon, excusez-moi, mais à court terme, lors des prochaines séances, prochaines semaines, ça me semble possible qu'on aille chercher ce niveau de prix. Maintenant, attention, ce type de momentum,
n'est pas durable sur du long terme. Regardez le RSI, il est à 74. 74, vous constaterez qu'on est rarement au-dessus de 74. Vous voyez, la plupart du temps, 74, c'est un point de retournement, de renversement. 74, là, petite consolidation avant une nouvelle hausse. Ensuite, ici, on avait une petite baisse. Donc, voilà. Je pense que on aura une petite baisse avant 1345, mais la tendance est clairement haussière. Donc, tout mène à croire qu'on vient de chercher cette résistance voilà, d'ici une semaine, peut-être deux. D'un point de vue trading, l'achat, si on a un pullback à 1300, vous voyez, breakout, le pullback me semble possible. Si on a un pullback à 1300, il faudrait potentiellement s'intéresser aux positions longues. Donc voilà, l'or, c'est toujours haussier. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à l'achat maintenant? La réponse est non. Vu l'état du momentum, la réponse est non. Maintenant, pour ceux qui ont des stratégies, des positions longues, je pense que c'est possible d'attendre. Après, ça dépend de votre horizon de temps, bien évidemment. Ça dépend à quel prix vous êtes rentré, ça dépend de votre assurance rendement, mais dans l'idée, c'est possible d'attendre un retour à 1345. L'achat vaut le coup si on voit le crack arriver. Tout à fait. S'il y a un crack des marchés financiers, l'or sera extrêmement haussier. Tout comme les obligations. Les obligations seront haussières. Donc voilà, c'est tout simplement la version au risque. Je suis positionné depuis 1200, Brice. Bien écoutez, Brice, félicitations pour avoir maintenu votre position depuis les 1200 $. Voilà, c'est un très beau trade. Voilà, félicitations à vous, parce que c'est pas forcément facile de garder une stratégie acheteuse. Vraiment, c'est un bon exemple de trading. Donc voilà. Moi, je pense, après, ça dépend de l'horizon de temps, mais je pense que c'est possible qu'on aille atteindre les 1350. Après, à partir de 1350, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance. Regardez en hebdo, en hebdomadaire, plutôt en mensuel. Voilà, mensuel, j'ai tracé deux résistances. Le sommet de 2015 et le sommet de 2014. C'est plutôt en annuel finalement, pardon. Regardez en annuel. Sommet de 2014, sommet de 2015, et vous voyez que on a eu le sommet 2007 un petit peu plus bas, sommet 2018 un peu plus haut, mais vous voyez concrètement les sommets depuis 2014, à l'exception, pardon, 2015, donc c'était 2014 et 2016, excusez-moi, c'est sommet, c'est pas 2015. Alors du coup, est-ce que j'ai mis 2015 ou 2016? Donc voilà, c'est 2016. Donc voilà, à l'exception de 2015, depuis 2014, les résistances annuelles sont aux alentours des 1370. Donc moi je pense que cette année, on peut aller chercher ce niveau de prix. Si on a un crack, on ira chercher plus haut. On ira chercher probablement les 1400. Voilà donc au niveau de l'or. Donc au niveau de l'euro-dollar, je reviens dessus, on est à 14,50. On va avoir, là on voit qu'on a des vendeurs qui se manifestent. Regardez, on a le chandelier qui repasse sous 1,15. Donc là on a des vendeurs de l'euro-dollar. Si on a une clôture journalière au-dessus des 1,15, ça sera un signal haussier en direction des 1,1640. Alors déjà, pardon, 1,1560, qui est le sommet de début janvier, et ensuite 1,1640. Au niveau de l'euro JBP, bon, l'euro JBP rebond sur le plus bas annuel. Comme vous pouvez constater, le plus bas annuel à 0,8627. Rebond. Si on se met sur du 8 heures, il me semble qu'on avait une divergence. Ah non, pardon. Alors c'était peut-être sur du 4 heures, je ne sais plus. Bref, rebond de l'euro JBP. Là, les perspectives sont haussières, je dirais, jusqu'à 0,89 et voire 0,90. On est dans un range sur du long terme. Alors certes, on va pas avoir un V-bottom jusqu'à 0,90. On va s'attendre à un ralentissement du momentum. Mais voilà, dans l'idée, on est dans un range, donc il y a plus de chances qu'on y reste. Voilà, alors au niveau de l'euro CHF, rebond, comme vous pouvez le constater, donc voilà, important rebond de l'euro franc. Forcément, on a de l'appétit au risque, donc le franc n'est pas privilégié, donc l'euro franc, c'est direction 1,15.
1,15 depuis le breakout du jeudi 10 janvier que j'avais écrit dans un article. Hein. Voilà. Donc retour à 1,15. Et voilà, écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors on peut faire un tour sur le SD1, baisse de l'USD1, c'est-à-dire que le marché devient plus confiant sur comment dire les discussions commerciales. Voilà, le marché devient optimiste. Là, on sort par le bas de la moyenne mobile à 200. C'est un signal qui est donc baissier. Prochain support 6,6. Et si on a une baisse de l'USD-CNH, vous savez ce qui est positif, c'est eh bien c'est positif pour tous les paires majeures. Si on a une baisse de l'USD-CNH, c'est-à-dire qu'on a une baisse du dollar. Et donc les paires majeures sont haussières et l'or est haussier. Voilà. Donc tant que l'USD-CNH sera orienté à la baisse, l'or sera boule, l'euro également. Et voilà, écoutez, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Merci du coup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis du coup à vendredi, pardon, pour mon prochain point de marché. Alors je vais faire juste une petite parenthèse. Non, c'est bon, pardon. Donc du coup à demain matin pour mon prochain point de marché.